Masechet Yoma Daf Zayin Amud Bet. On va commencer par les 4 dernières lignes de Zayin Amud Aleph. On avait appris une mahloquette fondamentale entre Rav Nachman et Rav Sheshet, à savoir, est-ce que la Tum'a, elle est Muteret Betzibur ou elle n'est que Dehouya? Muteret, ça veut dire que lorsqu'il y a un problème de Tum'a concernant un Korban Tzibur, c'est comme si c'était Tahor. La Tum'a, elle disparaît totalement devant le Tzibur, comme la neige qui fond devant le soleil. La Tum'a disparaît et fond devant le Tzibur. Mais Rav Sheshet dit que pas du tout. La Tum'a, elle est là. Seulement, la Torah nous enseigne qu'on peut être doché la Tum'a. Bien qu'il y ait ici une Tum'a, et c'est problématique, mais concrètement, on va sacrifier le Korban, puisqu'on n'a pas le choix. Mais dans la mesure où on a le choix, on ne fera pas Betum'a, on fera Betahara, parce qu'on n'a fait que repousser la Tum'a. Elle n'a pas été autorisée totalement. La Gemara avait dit que la Nafkamina, par exemple, d'après Rav Sheshet, si même le Bet Av, la famille de Kohanim qui était en train d'officier le jour en question, étaient tous Temeim, ils doivent faire appel à des Kohanim d'un autre Bet Av. Ça, c'est l'opinion de Rav Sheshet. Mais Rav Nachman dit que non, on peut faire le Korban par le biais d'un Kohen Tamé, et ce n'est pas problématique. On n'a pas besoin de faire appel à un Kohen Tahor, même si on en avait la possibilité. La Gemara précédemment, elle avait adressé toute une série d'objections à Rav Nachman, qui avait répondu une à une. Maintenant, elle va se retourner contre Rav Sheshet. Elle va lui adresser maintenant une kushia très forte, basée sur la baraïta suivante. Métive, comment Rav Sheshet tu peux dire que la Tum'a, elle n'est pas Muteret Betzibur, elle est juste repoussée Dehouya? Pourtant, dans la baraïta qu'on va étudier maintenant, on voit clairement que Tum'a Hutra Betzibur. Elle est autorisée totalement. Quelle est la braïta? Venasa Aharon et Avon Akodashim, Vechi Eze Avon hu nose. Im Avon Pigul, Harik var Neemar, lo yiratze. Veim Avon Notar, Harik var Neemar, lo yehashev. Ha'eno nose, ela Avon Tum'a, Sheutra Miklala Betzibur. On connaît les différents problèmes qui peuvent survenir lors d'un korban. Il peut y avoir un problème de pigoul, un problème de notar, un problème de tum'a. La baraïta cite un pasouk. Ce pasouk figure dans Parashat Tetzavé à propos de la fabrication du tzitz. Tzitz, c'est un diadème, une plaque frontale où il y avait gravé Kodesh Lachem. Ça faisait partie des 8 vêtements du Kohen Gadol. Lisons le pasouk. Vehaya al metzach Aharon, et il sera sur le front de Aharon. Venasa Aharon et Avon Akodashim, asher yagdishu bnei Israël lechol matenot kodshem. Ainsi Aaron va porter la faute de ses korbanot offerts par les bnei Israël. Alors, de quelle faute il s'agit? On va voir qu'il s'agit de la Tum'a. Ce n'est pas une faute à proprement dit, c'est un problème. Il faut plutôt le qualifier de problème. Ve'haya al mitzhot tamid, les ratson lahem lifnei Hashem, il faudrait, et le Kohen Gadol va devoir porter toujours ce tzitz afin que le korban soit agréé par un Kadosh Baruch Hu. Voilà le pasouk traduit littéralement. Alors, que veut dire Ve'haya al metzach Aharon, Venassa Aharon et Avon Akodashim? En portant le tzitz, eh bien Aharon va résoudre le problème des Kodashim. De quel problème il s'agit? Vechi eze avon ou nose. Im avon pigoul, arek var neemar lo yeratze. De quel problème s'agit-il? Pigoul, que le korban est pigoul, et malgré tout, grâce au tzitz, on aurait le droit de le sacrifier, c'est juste impossible. Pourquoi? Car le pigoul
Et Rashi explique au nom de Masechet Zevachim qu'ici le mot pigoul fait allusion plutôt à pasoul. Parce que pigoul, c'est une shrita qui a été faite avec une kavana de manger la viande du korban au-delà du temps imparti. Or ici, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ici, il s'agit d'un psoul de Hutzlim Komo. La kavana du shochet était de manger le korban dans un endroit autre que l'espace imparti. Par exemple, pour des Kodesh Kadashim, un korban hatat ou hacham, ça ne doit être mangé que dans la hazara. Si on mange à l'extérieur, c'est assourd. Ou bien, Kadashim Kalim, il faut manger à l'intérieur d'Yerushalayim. À l'extérieur d'Yerushalayim, c'est assourd. Alors, quel est le din si le shochet a pensé faire la shrita avec une kavana de manger ce korban au-delà de l'espace imparti? Hutzlim Komo. Eh bien, le korban, il est immédiatement pasoul. Est-ce qu'un korban pareil, on peut le sacrifier grâce au tzitz? Réponse non, puisqu'il est écrit clairement Lo yeratse. Il ne sera pas agréé. Également, imravon notar. Qu'est-ce que ça veut dire ici, notar? Notar, généralement, c'est la viande du korban qui est restée au-delà du temps imparti. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Rachid dit qu'il s'agit ici du vrai pigoul. C'est-à-dire que le shochet avait la kavana de manger cette viande du korban au-delà du temps imparti, quand il est déjà notar. Eh bien, immédiatement, il est pigoul. Est-ce qu'on a le droit de sacrifier un korban qui est pigoul? Évidemment que non. Donc le tzitz n'est pas meratzé, un pigoul. Comme il est écrit clairement dans la Torah, lo yehashev. Si vous regardez le passouk à propos du korban shlamim qui a été shrité avec une kavana de hutzlizmano, il est pigoul. Puisqu'il est pigoul, impossible de le sacrifier. Alors qu'est-ce que le tzitz permet comme agrément? Les ratson, l'ifnei Hachem, pour que le korban soit agréé par Dieu, malgré le problème survenu. Si on a exclu le problème de pigoul et de notar, à savoir le problème de marshava, de hutzlim komo et marshava de hutzlizmano, un tel korban n'est pas sacrifiable. Alors le tzitz a été marchir, il a rendu kasher quel korban? Eh bien, le korban qui est devenu tamé. Je tourne la page. Ha'enonose ela avon tum'a sheutra miklala betzibur. La Braïta conclut en disant le tzitz permet de rendre kasher un korban qui est devenu tamé. On ne parle pas de l'homme qui est tamé, on parle du korban, l'objet qui est devenu tamé. Un homme tamé a touché la viande ou le sang du korban ou la graisse qu'il fallait sacrifier et c'est devenu tamé. Malgré tout, on peut rendre ce korban kasher grâce au tzitz. Le tzitz ouvre les portes du ciel pour que Akadosh Baruch Hu agrée même un korban qui a été sacrifié betum'a. Non pas que l'homme était tamé, mais que le korban était tamé. Et pour quelle raison on a décidé de dire que le tzitz peut rendre agréé un korban problématique uniquement lorsque la problématique est liée à la tum'a. Mais lorsqu'il s'agit d'un problème de pigoul ou de notar, alors c'est disqualifié. Et le tzitz n'a aucun effet, aucun impact sur un problème de pigoul ou de notar, uniquement sur un problème de tum'a. Qu'est-ce qui nous a permis de faire ce choix délibéré? C'est que tout simplement, le problème de tum'a, c'est un problème léger. Quelle en est la preuve? C'est que nous voyons que la Torah a dit que tum'a hutra betzibur. Si le tzibour est tamé, est-ce qu'ils peuvent faire korban Pessah? On a déjà vu que oui. Ils n'ont pas besoin de faire Pessah Sheni, comme il est écrit, Ish ki yetamé la nefesh obederech roka et asa Pessah Lachem. Ish nidhe et un tzibour nidhe. C'est uniquement lorsqu'un individu isolé est tamé que la Torah dit qu'il faut le décaler au Pessah Sheni. Mais un tzibour n'a pas besoin de Pessah de rattrapage. Ils peuvent sacrifier le korban Pessah
malgré la Tum'a du Tzibour. Puisque Tum'a Hutra Betzibour, voilà pourquoi on a décidé que le problème que le Tzitz va résoudre, c'est un problème de Tum'a et pas un problème de Pigoul ou Notar. Car Pigoul et Notar, c'est implacable. On n'a vu aucune exception. On n'a jamais trouvé dans la Torah que Pigoul Hutar Betzibour ou Notar Hutar Betzibour. Non, c'est un problème sans exception, qui est implacable et qui est insoluble sans exception. Tandis que le problème de Tum'a, parfois, ça constitue un obstacle par rapport au Korban, mais parfois, la Tum'a, elle est Muteret Betzibour. Puisqu'elle est parfois Muteret Betzibour, voilà pourquoi il est logique de dire que si le Tzitz est Meratzé, il est Meratzé uniquement un Korban qui est lui-même devenu Tamé. C'est ça ce que le Tzitz est capable de faire, de résoudre un problème de Tum'a. Car la Tum'a, c'est un problème léger. Quelle est la référence? Que c'est léger, c'est que la preuve, c'est que devant un Tzibour, le problème de Tum'a disparaît totalement, alors que le problème de Pigoul et Notar ne disparaissent pas. Qu'est-ce qu'on en déduit de là? Kashia, les Rav Shechet, une grande couchia contre Rav Shechet, puisque Rav Shechet avait dit Tum'a dehouya betzibour. Or ici, nous voyons que Tum'a hutra betzibour. La Braïta a dit clairement hutra. Alors comment Rav Shechet à Emora peut contredire un Tana de la Braïta? Que va-t-il répondre? La réponse de Rav Shechet, Tana Ehi. Il dit oui, je te l'accorde. Je suis d'accord avec toi que cette Baraïta me contredit. Mais en fait, moi, je m'appuie sur un autre Tana. Car, en effet, c'est une mahloket Tanaïm qu'on va découvrir immédiatement. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils sont en mahloket. Et la Gemara va dire que le fond de leur mahloket, c'est justement ce débat. Est-ce que Tum'a Hutra Betzibour ou Tum'a Dehouya Betzibour? Et donc, il est maintenant très facile de faire correspondre Rav Shechet et Rav Nachman à Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rav Nachman, il pense comme Rabbi Yehuda, et Rav Shechet s'appuie sur Rabbi Shimon pour dire que Tum'a Dehouya Betzibour et pas Hutra Betzibour. Pour se rappeler, rappelez-vous un mnémotechnique. Shin, Shin. Rav Shechet, ça commence par Shin. Rabbi Shimon, ça commence par Shin. Les deux, ils pensent la même chose, que Tum'a Dehouya Betzibour. Alors que Rav Nachman s'appuie sur Rabbi Yehuda qui dit que Tum'a Hutra Betzibour. Et où est-ce que nous retrouvons cette mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda à ce propos? Entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda à ce propos. Detania, Tzitz, ben sheyeshno al mitzho, ben she'eno al mitzho, meratze. Divrei Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda omer, odeu al mitzho meratze, en odeu al mitzho eno meratze. Je vais commencer par Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit que le tzitz est un facteur d'expiation et plutôt d'agrément pour faire en sorte que même un korban tamé sera agréé par Dieu. Les ratson lifnei Hashem. Cet agrément n'est possible que dans la mesure où le Kohen Gadol portait concrètement le tzitz sur son front au moment où il y a eu l'incident de la Tum'a. La Tum'a a touché soit le sang du korban, ou la graisse du korban, ou la chair du korban. En tout cas, l'incident a eu lieu au moment où le Kohen Gadol portait sur son front le tzitz. C'est comme ça que Rashi explique. Mais si la Tum'a est survenue au moment où le Kohen Gadol ne portait pas le tzitz, alors il n'y a pas de possibilité de rendre ce korban agréé. Mais Rabbi Shimon dit non, il n'y a aucune différence. Que le Kohen Gadol porte le tzitz ou qu'il ne le porte pas, le tzitz, même s'il est accroché sur le mur, il est mératzé. Tamid, le tzitz a un effet expiateur et de déclencher l'agrément d'Hachem pour que le korban tamé puisse être agréé à n'importe quel moment, même si le Kohen Gadol n'est pas en train de porter le tzitz sur son front. Je relis des Tanya. Tzitz, ben sheyeshno al mitzho, ben she'eno al mitzho, meratze, dit vrai Rabbi Shimon. Rabbi Shimon te dit que le tzitz soit sur le front du Kohen Gadol, ou bien il n'est pas sur son front,
il est toujours Meratze. Rabbi Yehuda te dit, Rabbi Yehuda Omer, Odehu al mitzho, s'il est sur son front, Meratze, il déclenche l'agrément. En Odehu al mitzho, et non Meratze, mais si le tzitz n'est pas posé sur le front du Kohen Gadol, il n'est pas Meratze. Amarlo Rabbi Shimon, alors Rabbi Shimon va avancer un argument pour convaincre Rabbi Yehuda. Il lui dit, Kohen Gadol, Biyom HaKippurim, Yochiach, she'en odehu al mitzho, ou meratze. Regarde qu'est-ce qui se passe le jour de Kippour. Le Kohen Gadol, on sait que pendant 5 fois, il allait changer des vêtements, il allait retirer les vêtements dorés pour porter les vêtements blancs de lin, et vice-versa. Quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il ne pouvait pas rentrer avec les Bigdei Zahav, puisque en catégorie Sasanegor, l'or rappelle le veau d'or. Donc lorsqu'il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il fallait qu'il retire les vêtements en or pour porter des vêtements de lin, comme un Kohen Idiot. Les 4 vêtements de lin, les vanim chez le Pishtan. Eh bien, à ce moment-là, il ne portait pas le tzitz quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Il pouvait y avoir à ce moment-là juste un problème de Tum'a, que l'un des korbanot aurait pu être au contact d'une Tum'a et ça aurait bloqué tout le processus de Kippour. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun blocage? Eh bien, nous dit Rabbi Shimon, c'est parce que le tzitz est meratze. Étant donné que le tzitz est meratze, même si le Kohen Gadol, à ce moment-là, ne portait pas le tzitz, puisque en rentrant dans le Kodesh HaKodashim, il n'avait que les Bigdei Lavan et pas les Bigdei Zahav, mais on n'a pas besoin qu'il porte le tzitz concrètement. Même s'il est accroché sur le mur, il est meratze. Voilà la preuve de Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda réfute cette preuve. Amarlo Rabbi Yehuda, ce n'est pas une preuve. Anach le Kohen Gadol biyom HaKippurim, shetum ahutra lo betzibur. Yom Kippour n'est pas une référence. Pourquoi? Étant donné que la avoda de Yom Kippour, c'est au profit de tout Israël, ça s'appelle Korban Tzibur, et Tum'a, Hutra, Betzibur. On n'a pas besoin du tzitz. Même s'il y avait une Tum'a, ce n'est pas problématique, car Betzibur, la Tum'a, comme si elle a disparu. Tum'a, Hutra, Betzibur. Mais Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Que non, c'est grâce au tzitz. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il pense que Tum'a dehouya betzibur. La Tum'a, c'est pas qu'elle a disparu grâce au tzibur. Béhémet, la Tum'a, elle est là et elle fait obstacle. Seulement, on a le tzitz qui est meratze. Donc tu vois que Tum'a dehouya betzibur, c'est vrai que concrètement, on va faire la avoda, même si le tzibur est tamé. Mais pour que ce korban soit agréé malgré la Tum'a, il faut le tzitz. Et ce tzitz, il a un effet de déclencher l'agrément d'Hachem par rapport à ce korban, même lorsque le Kohen Gadol n'est pas en train de le porter concrètement. Voilà donc la mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Je répète, Rabbi Shimon pense que la Tum'a dehouya betzibur. La Tum'a, elle n'est pas permise. Il n'y a pas d'autorisation générale. Dire Tum'a hutra betzibur. Non, la Tum'a, elle est dehouya betzibur. Et c'est la raison pour laquelle il faut que le tzitz agisse pour déclencher l'agrément d'Hachem le jour de Kippour, si jamais il y a un problème de Tum'a qui est survenu. Et quelle est la preuve que le tzitz il est meratze, même si le Kohen Gadol ne le porte pas, puisqu'au moment où il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il ne portait pas le tzitz. Mais Rabbi Yehuda lui dit que non, le tzitz il est meratze que s'il est porté sur le front du Kohen Gadol. Alors pourquoi est-ce qu'à Kippour on n'avait pas de blocage? C'est pour une autre raison. C'est qu'étant donné que Kippour c'est pour le tzibur, Tum'a, Hutra, Betzibur. Donc voilà clairement, Rabbi Yehuda il pense que Tum'a, Hutra, Betzibur. Et clairement, Rabbi Shimon, il pense que Tum'a dehouya betzibur, la preuve, c'est qu'il a besoin du tzitz pour être meratze. Alors maintenant, voilà, on a terminé le sujet. Tum'a utra betzibur, Tum'a dehouya betzibur, Mahloket Rav Sheshet, Rav Nachman.
qui est exactement la même mahloket que Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Maintenant, puisqu'on a cité cette mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda à propos du tzitz, Abaye va clarifier un point. Amar Abaye va nous dire dans quel cas Béhémet Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sont en mahloket. Benishbar tzitz découlé alma la peligé de l'omeratse. Dans le cas où le tzitz a été brisé, nous dit Abaye que tout le monde, même Rabbi Shimon, est d'accord pour dire que il n'y aura pas de ritsouille, il n'y aura pas d'agrément grâce au tzitz, puisqu'il est cassé. Donc, même potentiellement, il n'est pas portable, il n'est pas mettable sur le front du Kohen Gadol. Donc, il n'y a pas de ritsouille. Qui péligé des talé besirta. Quand est-ce qu'il y a mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? C'est lorsque le tzitz, il est suspendu sur un crochet. Et à ce moment-là, Rabbi Yehuda, savar al metzach venasa. Rabbi Yehuda déduit du pasouk que c'est une condition sine qua non que le Kohen Gadol porte le tzitz. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Vehaya al metzach Aharon, venasa Aharon et Avon akodashim. Tu vois que d'abord, il faut qu'il porte sur son front le tzitz, et après ça, il sera porteur de l'agrément. Il pourra déclencher l'agrément. Donc tu vois bien que c'est une condition sine qua non. Ve Rabbi Shimon savar, mais Rabbi Shimon pense Tamid le ratzon lifnei Hashem. Il est écrit à la fin du pasouk Tamid le ratzon lifnei Hashem. Le mot Tamid, Maï Tamid, si on lit la phrase, a priori, si on lit la phrase, où est-ce qu'on met la virgule? Vehaya al mitzhot tamid, le ratzon lahem lifnei Hashem. Il faudrait que le tzitz, le diadème, soit toujours sur le front de Aaron, pour que ce soit un agrément pour Hashem. Mazé. Maï tamid. Rabbi Shimon fait l'analyse suivante. Il dit Elima tamid al mitzho. Est-ce qu'il faut traduire littéralement comme on vient de le faire? Que la plaque frontale soit toujours sur le front. Mimishkahatla. Est-ce que c'est chose possible? Milobae mi'al le betakise. Est-ce qu'il n'a pas besoin d'aller aux toilettes, le Kohen Gadol? Et là-bas, c'est sûr qu'il doit le retirer. Au milobae minam. Est-ce qu'il n'a pas besoin de dormir? C'est sûr qu'il doit le retirer avant de dormir. Alors, que veut dire tamid? Ve'aya al mitzho tamid. Alors, il te dit non, faut pas mettre la virgule après tamid. Ve'aya al mitzho tamid. Non. Ve'aya al mitzho, virgule. Il mettra sur son front quand il doit le mettre, quand il peut le mettre. Tamid le ratzon lifnei Hashem. Tamid le ratzon lahem lifnei Hashem. Par contre, le tamid, c'est par rapport à l'agrément. Le korban, il sera toujours agréé grâce au tzitz. Peu importe qu'il soit sur son front ou pas sur son front, ça ne change rien. Même si le tzitz, il est posé dans l'armoire, il est accroché sur le mur, il est toujours mératzé. C'est comme ça que Rabbi Shimon a déduit. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Ul Rabbi Yehuda nami haktiv tamid. A priori, ce que vient de dire Rabbi Shimon, c'est tellement logique. Est-ce qu'on peut concevoir que le Kohen porte toujours le tzitz, mais il doit aller dormir, il doit aller aux toilettes, il doit forcément le retirer. Alors que veut dire tamid d'après Rabbi Yehuda? Haou, tamid, shelo yasir da'ato mimenu. C'est pour nous dire que il ne faut pas qu'il y ait de esser hadat. Il ne faut pas que le Kohen Gadol ait un moment de distraction. Il ne faut pas que son esprit se détache du tzitz. Puisqu'il a le nom d'Hachem sur lui, il faut qu'il en soit toujours conscient et qu'il ait le kavod pour le nom d'Hachem qu'il porte. D'ailleurs, de là on déduit une halakha pour les tefilin. Kede Rabba Baravuna de Rabba Baravuna, Hayav Adam le mashmesh bitfilav bechol sha'a vesha'a. Un homme a le devoir de toucher ses téphilines à chaque moment pour prendre conscience qu'il porte des téphilines
et qu'il a sur lui le nom d'Hachem, Kalvachomer Mitzitz, par un raisonnement d'a fortiori. Ou Matzitz, she'en bo ela azkara achat. Amra Torah al mitzchot tamid, shelo yasir da'ato mimenu. Si déjà pour le tzitz, où il n'y a qu'une seule fois le nom d'Hachem, Akadosh Baruch Hu nous dit al mitzchot tamid, c'est-à-dire quoi? Tamid, pas tamid physiquement, tamid dans l'esprit, que toujours, tant qu'il porte sur lui le tzitz, il doit en permanence réfléchir à cela et réaliser qu'il a sur lui le nom d'Hachem. Shelo yasir da'ato mimenu. Tefillin sheyesh bahem azkarot arbe, ala had kama vechama. Alors les tefillin dans lesquels il y a 42 fois le nom d'Hachem, 21 fois dans Tefillin Shel Yad et 21 fois dans Tefillin Shel Rosh, à plus forte raison qu'il faut réaliser pleinement qu'il porte les tefillin et donc qu'il doit souvent les toucher pour réaliser qu'il a les tefillin sur lui et qu'il n'est pas de essai haddarat, qu'il n'est pas d'oubli et qu'il n'est pas un comportement léger en portant le nom d'Hachem sur lui. Voilà donc comment Rabbi Yehuda a pu répondre à Rabbi Shimon en disant que le mot tamid ne veut pas dire que le tzitz est toujours source d'agrément, les ratson lahem tamid. Non, c'est uniquement lorsqu'il est al mitzhot. Et le mot tamid, c'est pour nous dire que ne faut pas qu'il y ait de essai haddat. Alors maintenant, la Gemara va analyser les psukim selon Rabbi Yehuda et selon Rabbi Shimon. Elle commence avec Rabbi Shimon. Ou le Rabbi Shimon, de Amar tamid meratse, ve'aktiv al mitzho ve'nasa. Comment Rabbi Shimon peut dire que le tzitz, il est meratse, même lorsqu'il n'est pas porté sur le front du Kohen Gadol? Pourtant, il est écrit clairement dans la Torah, al mitzho ve'nasa. En fait, il faut corriger dans la Gemara, on a cité le pasuk, mais pas avec précision. C'est pas écrit comme ça, mitzho, c'est écrit al metzach. Vehaya al metzach Aharon, venassa Aharon et avon hakodashim. Le mot mitzho, c'est à la fin du pasuk. Mais au début du pasuk, avant venassa, il est écrit Vehaya al metzach Aharon, venassa Aharon et avon hakodashim. Seulement la Gemara, elle a abrégé. Elle a, au lieu d'écrire metzach Aharon, elle a écrit mitzho. Ve'aktiv al mitzho venassa. C'est-à-dire, tu vois bien que, a priori, de l'enchaînement des phrases, Vehaya al metzach Aharon, venassa Aharon et avon hakodashim, ça laisse déduire que Rabbi Yehuda a raison, que c'est une condition sine qua non, que le Kohen Gadol porte le tzitz pour qu'il y ait agrément du korban. Mais s'il ne porte pas le tzitz, au moment de la Toum'a, eh bien il n'y aura pas d'agrément du korban. Comment Rabbi Shimon peut contredire une chose pareille? Mais c'est écrit clairement, noir sur blanc. Réponse, Haou likbo alo makom ou de'ata. C'est juste pour nous indiquer l'emplacement. Puisqu'on parle des 8 vêtements que doit porter le Kohen Gadol, on est en train de nous dire que le tzitz, où est-ce qu'on va le mettre? Pas sur le bras et pas sur le dos. Il doit être porté sur le front. Si on ne t'indique pas d'où tu vas le savoir, on a besoin d'être kové alo makom. Donc c'est ça ce que la Torah te dit au début. Vehaya al metzach Aharon. Et Vehaya al metzach Aharon, point final. La phrase elle s'arrête là. Ensuite, venassa Aharon et avon hakodashim, mais c'est pas une condition sine qua non. La Torah n'a pas écrit les deux phrases de manière juxtaposée pour dire que une chose dépend de l'autre. Que s'il porte le tzitz sur son front, alors à ce moment-là, il y aura agrément du korban malgré la toum'a. C'est pas ce que voulait dire la Torah. La Torah voulait simplement indiquer l'emplacement du tzitz. Alors la Gemara maintenant va poser la question, Rabbi Yehuda likbo alo makom minale. Alors Rabbi Yehuda qui lui a considéré que l'enchaînement de ces deux phrases, c'est pour les lier l'une à l'autre en disant quand est-ce que venassa, que si vehaya al metzach Aharon, ma pitom, pourquoi Rabbi Yehuda il a compris comme ça le pasuk? Pourquoi il n'a pas compris comme Rabbi Shimon qu'il faut séparer les deux phrases? Vehaya al metzach Aharon, c'est pour indiquer l'emplacement.
Et après, le rôle, la fonction. Venasa. Réponse. Il te dit, il le déduit de la fin du pasuk. À la fin du pasuk, il est écrit Vehaya al mitzho tamid leratson lahem lifnei Hashem. Alors voilà, tu veux savoir quel est l'emplacement? L'emplacement, c'est le front, comme c'est écrit à la fin du pasuk. Puisqu'on n'avait pas besoin d'écrire 2 fois dans le pasuk, à quoi ça a servi la première fois? C'est pour te dire que c'est une condition sine qua non. Si tu veux qu'il y ait le ratson, venasa, ça dépend de Vehaya al-Metzah, qui soit sur son front. Verabi Shimon Namit Hipokleme al-Mitzho. Alors maintenant, on va retourner la question à Rabbi Shimon. Pourquoi est-ce qu'il ne dirait pas comme Rabbi Yehuda que l'emplacement sur le front, on le déduit de la fin du pasuk? Et la première phrase du pasuk, c'est pour dire comme Rabbi Yehuda, que Davka, c'est uniquement lorsqu'il porte le tzit sur son front, c'est là qu'il est mératsé. Pourquoi il n'a pas analysé le pasuk de la même façon que Rabbi Yehuda l'a fait? Alors la Gemara dit que Rabbi Shimon a été convaincu. Inachinami, il te donne raison. Ok, il en convient que l'emplacement sur le front, on peut le déduire de la fin du pasuk. Et là, al mitzho venasa ma'iravidle. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec le début du verset? Amar lecha haraou ila metzach meratse, aval she'eno raou ila metzach eno meratse. Leapuke nishbaratzitz de lo meratse. Rabbi Shimon va te dire que la kavana de la Torah, c'est de te dire comme ça. Vehaya al metzach aharon. Il faut que le tzitz soit métable sur le front de Aaron. Mais s'il est brisé, s'il est cassé, il n'est plus métable, alors il n'est plus mératsé. Donc il se maintient dans sa position grâce au mot tamid. Tamid, ça veut dire que tout le temps il est mératsé. Qu'il soit sur le front ou pas sur le front, il est toujours mératsé. Ça c'est ce que pense Rabbi Shimon. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec le début du pasuk? Ve'haya al metzach Aaron. Il dit, c'est pour nous dire que si le tzitz est brisé, donc il n'est pas métable sur le metzach Aaron, alors là, be'emet, il n'y aura pas de venasa. Ça veut dire que même lui est d'accord de ne pas mettre le point à la fin de la phrase. Ve'haya al metzach Aaron, point. Non. Ve'haya al metzach Aaron. Venasa Aaron Avon Kodashim. Donc même lui, il en convient que c'est une condition sine qua non. Seulement, il ne comprend pas le mot Vehaya al Metzah Aaron physiquement, concrètement, mais uniquement potentiellement. Vehaya al Metzah Aaron, il faut que le tzitz puisse être mis sur le front de Aaron. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un tzitz parfait et pas un tzitz brisé. Mais s'il est parfait, alors même dans la mesure où il n'est pas sur lui, il est tout de même mératsé. D'où tu le déduis? Du mot tamid. Tamid, il est toujours mératsé. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Ul Rabbi Yehuda nishbar hatzitz minale. On va retourner la question Rabbi Yehuda. Maintenant que Rabbi Shimon t'a dit que de Tamid, j'apprends qu'il est toujours mératsé. Et de Vehaya al Metzach Aharon, on a dit que c'est une condition sine qua non. Mais pourquoi Rabbi Yehuda, il dit que Vehaya al Metzach Aharon, Kipshuto, Mamash, il faut qu'il soit posé sur le front. Mais peut-être que c'est juste pour exclure un tzitz qui est cassé, qui n'est pas métable, même pas potentiellement, sur le front. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda n'apprend pas ainsi? D'où il va apprendre Behemet que s'il est cassé, il n'est pas mératsé? Le Rabbi Yehuda nishbar hatzitz minale. Cette question est étrange. Cette question, elle est bizarre. Comment la Gemara peut poser une telle question? Mais Rabbi Yehuda, s'il exige qu'il soit mamash posé sur le front, kalma homer, que si c'est brisé,
il n'est pas mératsé, parce qu'il ne sera pas métable sur le front. Alors, qui peut le plus, peut le moins. Bichlal Mataim, Mané. Si déjà Rabbi Yehuda dit qu'il n'y aura pas d'agrément du Korban si le Kohen Gadol ne portait pas concrètement le tzitz, à plus forte raison, si le tzitz est cassé, donc il ne peut pas le porter. Donc évidemment, qu'il n'est pas mératsé. C'est quoi cette question de la Gemara? Il faut comprendre ainsi la question. C'est une notion générale à propos des drachot. À chaque fois qu'on fait une dracha, il faut aller progressivement. On ne peut pas brûler les étapes. On a un petit chidouche, un chidouche moyen, un grand chidouche. Tu ne peux pas aller directement au grand chidouche et inclure tous les autres. Tu dois d'abord avoir une preuve pour le petit chidouche, après une preuve pour le moyen, après une preuve pour le plus grand. Ici, on a deux chidouchim. Petit chidouche, c'est de dire que s'il est brisé, le tzitz n'est pas mératsé, parce qu'il n'est même pas potentiellement métable. Plus grand chidouche, même si le tzitz il est entier, il n'est pas mératsé s'il n'est pas sur le front, d'après Rabbi Yehuda. Ces deux chidouchim, Rabbi Yehuda, il fallait qu'il ait deux preuves pour ça. S'il n'a qu'une seule dracha, il ne peut pas nous enseigner deux chidouchim. Il fallait qu'il commence par le petit chidouche. Étant donné qu'il n'est pas possible de brûler les étapes, on ne peut pas aller à un chidouche aussi grand en disant s'il est sur ton front, alors dans ce cas-là, s'il est sur le front du Kohen Gadol, dans ce cas-là, il est mératsé. S'il n'est pas sur le front, il n'est pas mératsé. C'est un grand chidouche. Pour le dire, il faut déjà avoir le petit chidouche acquis. Une fois qu'on a déjà acquis le petit chidouche, à savoir que si le tzitz est brisé, il n'est pas mératsé, là je peux gravir un échelon de plus et dire, pas seulement lorsqu'il est brisé qu'il n'est pas mératsé, mais même s'il n'est pas brisé, il est entier, mais s'il n'est pas posé sur le front, il n'est pas marchir. Eh bien, c'est pour cela que la Gemara maintenant va dire, Rabbi Yehuda, qui te dit que ce pasouk, Ve'aya al metzach Aharon, Ve'nasa, vient indiquer le grand chidouche? C'est-à-dire que c'est seulement s'il le porte vraiment, concrètement, physiquement, le tzitz, il est mératsé. Mais s'il ne le porte pas, alors il n'est pas mératsé. Peut-être que non. Peut-être même s'il ne le porte pas, il est mératsé. Comme Rabbi Shimon l'a déduit du mot tamid. Ah! À quoi nous sert le pasuk Ve'aya al metzach Aharon? C'est pour nous dire que s'il est brisé, il n'est pas apte à être porté sur le front de Aharon. C'est à ce moment-là qu'il n'est pas mératsé. C'est la question d'Agmara. Ou le Rabbi Yehuda nishbar hatzitz minale. Rabbi Yehuda, d'où il sait que im nishbar hatzitz, il n'est pas mératsé? Parce qu'il est obligé d'admettre d'abord ce chidouche et ensuite il peut passer au plus grand chidouche. Réponse, nafkale mi metzach mitzho. Metzach mitzho. C'est-à-dire que on a un vav en plus. À la fin du pasuk, il est écrit Ve'aya al mitzho. Tamid. Les ratson lifnei Hashem. Les ratson lahem lifnei Hashem. Mitzho tamid. Pourquoi tu as écrit Ve'aya al mitzho? Tu aurais pu écrire Ve'aya al metzach, puisqu'on sait que ça parle de Aharon. Ve'aya al metzach Aharon. Du fait qu'on ait écrit al mitzho, ça fait un vav de trop. Un vav en plus, c'est comme s'il y avait écrit deux fois metzach. Ve'aya al metzach. Ve'aya al metzach. Alors pourquoi faire? C'est pour te dire, premièrement, le petit chidouche et après le grand chidouche. Premièrement, que s'il a été brisé, il n'est pas mératsé, parce qu'il n'est pas métable sur le metzach. Et deuxièmement, même s'il n'est pas brisé, il est entier, il n'est pas mératsé. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit vraiment à la metzach. C'est comme ça que Rabbi Yehuda interprète le mot al-mitzho. Alors la Gemara retourne la question à Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon, tu n'analyses pas le pasouk comme Rabbi Yehuda? Et Rabbi Shimon, metzach, mitzho, lo mashma'ale. Pour Rabbi Shimon, le vav n'est pas source d'une dracha supplémentaire.
Parce que pour lui, c'est normal qu'on écrive mitzho. Ve'ayal mitzho. Puisqu'avant on a dit metzach Aharon. Alors maintenant on dit mitzho. On n'avait pas besoin. Ce vav-là était nécessaire pour l'écriture. Dibra Torah kelashon bene Adam. La Torah s'exprime normalement. Donc c'est normal d'écrire le vav. Ve'ayal mitzho. Puisqu'on avait le sujet qui était Aharon, donc mitzho. Mais Rabbi Yehuda dit non. Étant donné qu'on a déjà dit Al-Metzah Aharon au début, alors maintenant tu aurais pu écrire Ve'haya Al-Metzah. Pourquoi tu écris Mitzho? C'est un vav supplémentaire. Un vav supplémentaire, c'est pour une dracha supplémentaire. Comme s'il y avait écrit 2 fois Metzah. Metzah pour exclure briser, Metzah pour exclure lorsqu'il ne le porte pas. S'il ne le porte pas, il n'est pas Meratse, d'après Rabbi Yehuda. Voilà donc, on a terminé la Sugya de Daf Zayin Amud Bet.